dernier talk du 11 bis Festival consacré, alors sur cette scène plus simple, puisque j'ai le collègue Thierry qui continue là-bas, consacré aux AssureTech. Un monde que je ne connais pas, mais en plus, vraiment, je le connais très très mal. J'ai la chance d'avoir un expert avec moi. Donc bonjour Eric et bienvenue. Je rappelle donc, alors oui, recommandation de départ. Je rappelle aux membres du public qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec vous, Eric, en passant par l'application. Vous vous connectez sur le profil d'Eric. Vous choisissez une heure de rendez-vous avec lui. Et puis comme ça, s'il est dispo, il accepte le rendez-vous, il vous voit. S'il n'est pas dispo, ça peut être fait un peu plus tard dans la semaine et ainsi de suite. Voilà. Et vous allez voir, il est passionnant et en 30 minutes, on n'aura pas eu le temps de tout dire. Donc vous aurez sans doute des questions à lui poser. Et je ne dis pas ça que vous êtes passionnant parce que vous êtes là, hein, c'est parce que c'est vrai. Voilà, donc pour commencer, vous travaillez, donc vous êtes chez CGDIM Insurance Solutions. J'avais noté votre directeur marketing produit, c'est bien ça. Juste pour commencer, pour vous situer, quel lien vous avez chez CGDIM et vous personnellement avec les AssureTech? Alors, avec CGDIM et les AssureTech, on a des liens d'affinité. D'abord parce qu'on est les uns et les autres dans la tech. Dans AssureTech, il y a technologie. Et donc, un groupe comme CGDIM Insurance Solutions est vraiment fondé sur la technologie. Et puis, on a des clients en commun qui sont les assureurs. Parce qu'on parle d'AssureTech, mais très peu sont finalement vraiment porteurs de risques. C'est plutôt les assureurs qui sont leurs clients ou leurs porteurs, leurs fournisseurs. Et donc, on est aussi dans cette disposition-là. Et puis, plus concrètement, on a l'occasion de suivre régulièrement un certain nombre d'AssureTech au travers d'InsurTech France. Oui. Et nous avons fait 2 masterclass. Nous en avons fait une avec l'AssureTech Fast, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, sur l'assurance collective. Et là, on va en lancer une avec une nouvelle InsurTech qui s'appelle Brocoli, qui est aussi centrée sur l'assurance collective. Merci pour cette présentation. Alors, juste un petit conseil, posez le micro, comme ça il vous suit toujours et il n'y aura pas de problème de son. Juste pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide panorama du marché? Combien, par exemple, y a-t-il d'AssureTech en France? Alors, l'AssureTech est un objet partiellement identifié, c'est-à-dire qu'on n'est pas en comptabilité nationale avec un décompte très très précis. Par exemple, l'Observatoire de la FinTech en recense à peine une centaine. D'autres études sont plus larges. Hein. On considère qu'il y a à peu près 1600 FinTech en France et les AssureTech sont une partie de ces FinTech, à peu près 15-16%. Donc ça voudrait dire 250 AssureTech. Donc on est en gros dans une fourchette entre 100 et 250. Très bien. Ça, c'est la France à l'international. Ça, c'est la France. Et donc dans ces AssureTech, il y a effectivement une assez grande diversité. Il y a les licornes, donc qu'on connaît bien, Alan et Shift, donc, qui ont levé pas mal de millions d'euros, 185 et 183 respectivement, et qui illustrent bien finalement le double positionnement des AssureTech. Il y a une partie qui est vraiment centrée sur la distribution, sur l'assurance. Donc Alan qui va en plus compléter son offre avec un certain nombre de services. Donc sur la santé mentale, sur aider les parents, sur la téléconsultation, etc. Et qui va avoir des ambitions plutôt assez proches d'un assureur avec un nombre de personnes couvertes. Donc je crois qu'en 2023, ils ont affiché une ambition de 1 million. Et puis des structures comme Shift, donc, qui elles proposent des plateformes SaaS à la fois pour gérer de façon plus efficiente les sinistres et aussi pour lutter contre la fraude. Donc qui ont vraiment les assureurs comme clients. Et ce type d'InsurTech est aussi en plein développement. Et donc une entreprise comme Shift a comme ambition d'être le premier employeur de data scientists avec un objectif de 300 data scientists en 2023. Donc vous voyez, ça illustre ces deux licornes, donc plus d'1 milliard, illustrent bien le marché. Alors après, dans celles qui ont fait beaucoup de levées de fonds en 2022, vous avez Achille, qui est là plutôt modèle courtage, avec des ventes en ligne ou via des courtiers d'assurance santé, chien-chat, habitation. Et puis une autre qui est Accurate, qui là, à l'inverse, sera comme Shift, plutôt un service aux entreprises. Donc vous voyez, il y a tous... on pourrait décliner, hein, il y a des assurances... pour les animaux avec Dalma, par exemple, qui s'est lancé, des assurances pour ce qu'on appellerait les TNS, oui, avec Ogo, enfin voilà, donc il y a toutes ces entreprises-là.
Et donc, il n'y a pas que le marché français, il y a aussi un marché international des AssureTech. Alors, comment ça se passe à l'étranger? Alors, bon, on ne va pas rentrer dans le détail sur l'étranger, mais au moins avoir des ordres de grandeur. En 2022, en fait, le marché des InsurTech ont levé 8 milliards d'euros. C'est 2 fois moins qu'en 2021. Donc, ça explique un peu qu'il y a une certaine morosité aussi sur ce marché. C'est un peu plus qu'en 2020. On était à 7 milliards, mais ouais, on est revenu à quelque chose d'un peu plus habituel comme rythme. Donc, sur ces 8 milliards, il y a 4 milliards qui sont des investissements aux États-Unis. D'accord. Donc, les États-Unis sont vraiment le premier marché de l'InsurTech. Et après, c'est vraiment après l'Europe avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France. Et enfin, la Chine, qui gagne aussi, qui investit plus qu'auparavant. Très bien, merci pour cette petit panorama, présentation un peu géographique aussi. Peut-on dire que les AssureTech bouleversent le marché traditionnel? Alors, les AssureTech, moi je dirais plutôt qu'elles ont permis une recomposition du paysage. D'accord. Pour l'instant, alors en fait, les investissements dans les InsurTech, ça a démarré dans les années 2010, mais de façon très très ponctuelle, en Chine avec une AssureTech qui s'appelle Zhangga, et puis aux États-Unis, notamment avec Root ou Lemonade. Ça a pris son essor en 2015, donc on a quoi, 7-8 ans de recul. On ne peut pas dire que tout le paysage ait été chamboulé. Mais il a été modifié. Il a été modifié parce que quand même toutes ces InsurTech ont généré pas mal d'investissements, donc ont orienté une partie des capitaux. Elles ont aussi vraiment contribué. Ce nouveau paysage, en fait, il est hyper digital, donc elles ont vraiment contribué à la digitalisation des acteurs traditionnels. Et puis elles ont permis finalement un travail en commun entre InsurTech et assureurs traditionnels. C'est plutôt ça le nouveau paysage, c'est-à-dire qu'on a du mal à concevoir des AssureTech standalone qui révolutionneraient le marché, mais on a aussi du mal à imaginer aujourd'hui des acteurs de l'assurance complètement en dehors de ce mouvement. Et donc même si je prends l'exemple du monde de la santé, il y a quand même beaucoup de mutuelles, même s'il y a eu des regroupements sur toute cette période. Je crois qu'on est encore à plus de 400 mutuelles en France. Et dans ces mutuelles-là, qui étaient peut-être plus lentes à la transformation, la digitalisation petit à petit arrive. Et elles ont conscience que même pour garder leurs valeurs mutualistes, la proximité avec les clients, toutes ces valeurs-là, finalement, aujourd'hui, elles vont avoir un nouveau médium, un nouveau vecteur, qui sera la digitalisation. Et donc, elles se mettent aussi au diapason. Donc, c'est tout ce paysage-là, pour moi, qui a été configuré. Et c'est un peu la phrase du Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Ouais. C'est-à-dire que finalement, ces acteurs, face aux AssureTech qui ont évolué, tous ces acteurs ont aussi évolué. D'accord. Alors, on va revenir. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'on se l'était dit en préparation. AssureTech ne veut pas dire start-up. Il y en a certaines qui sont maintenant un peu âgées. Il y en a un peu qui ont grandi. Qui ont grandi. Type Alan, une structure comme Alan qui vise 1 million d'assurés. Par exemple, dans des sujets comme la protection sociale des fonctionnaires dont on entend parler, on en parle comme l'un des acteurs possibles. Bon, là, on n'est plus vraiment sur la start-up si jamais ils se positionnent sur ce type de marché. Alors justement, un lien tout facile avec Alan. Qu'en est-il de la réputation de ces AssureTech vis-à-vis des acteurs, chez les acteurs traditionnels? Alors, les acteurs traditionnels, déjà officiellement, tout le monde trouve ça très bien, les AssureTech. Officieusement. Voilà. Alors, officieusement, c'est un peu plus complexe. Il y avait une première crainte au démarrage, je pense, de concurrence directe. C'est-à-dire que les AssureTech, typiquement, tous ces courtiers, ces porteurs de risques, viennent prendre des parts de marché. Donc ça, c'est le premier risque. Il existe, il est quand même tempéré parce que le marché de l'assurance est quand même assez stable. Même si des lois sont venues, ou des lois ou des décrets sont venus favoriser un peu le turnover des contrats d'assurance. Je pense à la loi Lemoine, la résiliation infra-annuelle, la résiliation en 3 clics. Donc le législateur ou la personne en charge de la réglementation en France a quand même beaucoup poussé à ça. Malgré tout, il y a quand même un socle stable. Ensuite,
il y a beaucoup de partenariats. Donc en fait, tous ces courtiers, on a vu qu'il y avait beaucoup de courtiers dans le monde de la SurTech. En fait, ils travaillent aussi avec des acteurs traditionnels qui vont pouvoir faire appel à eux pour faire des parcours digitaux, pour booster un peu les ventes. Donc il y a déjà une imbrication forte. Donc voilà. Et puis je pense qu'il y a un autre point qui explique ça aussi, c'est que j'ai cité quelques InsurTech là au démarrage, mais elles sont un peu concurrentes aussi. C'est-à-dire que sur l'assurance santé individuelle, par exemple, vous avez beaucoup, il y en a plusieurs qui se positionnent, et donc elles se font quand même pas mal de concurrence entre elles, ce qui ne favorise pas l'émergence finalement d'un acteur qui prendrait beaucoup de place. C'est assez complexe en fait. À croire qu'il y aurait une concurrence entre les AssurTech. Oui, il y a une petite concurrence entre les AssurTech parce que oui, c'est ce que il y a une enquête aux États-Unis assez intéressante qui a montré que même les jeunes en fait étaient un peu réticents à souscrire des contrats d'assurance chez des AssurTech. C'est pas quelque chose d'inné. Alors en général, plus vous êtes jeune, plus voilà, il y a une appétence pour cela, mais on est loin de toucher la moitié de cette classe d'âge. Et donc, c'est vrai que si cette petite partie-là, qui est assez ouverte sur les AssurTech, se trouve confrontée à plusieurs AssurTech, ça ne va pas favoriser ce passage. Et finalement, ils vont plutôt rester chez des acteurs traditionnels. Alors, on les a observés. Maintenant, dites-nous quels sont les business models de ces entreprises. Les business models, ils sont à la fois... Comment ? Non, j'avais dit s'il y en a un, mais je n'avais pas mis le micro normalement. Si, il n'y a pas de business model type. Ça a démarré un petit peu avec tout ce qui était quand même digitalisation, expérience utilisateur. Ça a été vraiment les premiers business models, parce que l'assurance était très en retard sur ces questions-là, en fait. Avec ce marché finalement assez stable, ça ne poussait pas à investir sur ce sujet. Donc, ils se sont emparés au démarrage vraiment de cette partie de la chaîne. Ils ont beaucoup travaillé sur la relation client aussi, donc il y a beaucoup de modèles là-dessus. La digitalisation des parcours de souscription, une gestion plus optimisée et plus digitalisée des sinistres. Ça aussi, en auto-habitation, il y a eu des vraies évolutions là-dessus. Des nouveaux modèles d'assurance aussi, alors peer-to-peer, etc. Ça, bon, pour l'instant, c'est pas encore, c'est plutôt au démarrage. Et il y a eu aussi tout un business model sur le comparateur, être des comparateurs d'assurance. Je parlais de Brocoli tout à l'heure, ça compare des offres collectives. Et donc ça, il y a beaucoup de comparateurs sur l'habitation, l'auto, la santé. Et donc ça a quand même pas mal modifié, y compris les business models des assureurs. On est un peu dans la reconfiguration du paysage dont je parlais tout à l'heure. Ah oui, donc elles ont une influence également chez les il a fallu, une fois que vos offres sont... Si vous n'êtes pas sur les comparateurs, vous avez un problème de visibilité. Et donc, si vous y êtes, vous êtes obligé aussi de faire un peu évoluer vos offres ou mettre un peu plus de transparence. Alors, vous avez un peu abordé le sujet, mais comment les AssurTech se lancent-elles? C'est-à-dire, quelles sont leurs voies préférées, finalement, d'existence? Alors, je ne sais pas s'il existe un cursus honorum de la SurTech ou un parcours type de la SurTech. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup le sujet courtage. En fait, les AssurTech, on pourrait les... je crois qu'il y a un cabinet qui avait fait une étude avec trois grandes catégories. Une AssurTech sur deux, finalement, c'est du service aux assureurs ou aux courtiers. Donc on voit que voilà, il y a quand même une proximité. À peu près un tiers sur vraiment la distribution et 10% uniquement sur des innovations de produits d'assurance en tant que tels. Donc le modèle, il passe souvent effectivement par le courtage, que la SurTech soit courtier elle-même ou qu'elle travaille avec les courtiers. Par exemple, une AssurTech comme Plus Simple, qui nous prête gentiment ce plateau, c'est intéressant parce qu'ils travaillent aussi avec des courtiers plus traditionnels. Ils ont tout un partenariat, par exemple, avec le courtier BC. Voilà. Donc, en fait, c'est des mondes qui se complètent. Voilà. Donc, c'est ça qui est aussi spécifique et intéressant. Alors, pas de cursus honorum, mais quand même des tentatives d'aller parfois vers le portage de risque. Alors, il y a le portage de risque. Qu'est-ce que vous en pensez d'aller vers le portage de risque, alors c'est pas étonnant le portage de risque, il n'y en a pas énormément. Vous allez avoir Alan, Mila sur les assurances propriétaires, Sena qui est plus généraliste. Bon, j'en oublie peut-être. Il y a Wacam qui est pas nouveau, mais qui a repris finalement
Qui avait une ancienne structure, qui avait l'agrément avant de se transformer. Voilà. Avant de se transformer, mais qui est quand même porteur de risques. Donc il y a toutes ces structures-là. D'abord, ce qu'il faut voir sur porteurs de risques, c'est qu'ils sont rarement porteurs de risques de tout ce qu'ils vendent. Parce que c'est quand même les agréments ACPR, c'est pas un logo qu'on vous donne et puis entière liberté sur ce que vous assurez. C'est vraiment par branche, c'est très spécifique. Donc, je pense par exemple à Alan, ils ont un agrément en santé, mais en prévoyance, ils ont longtemps eu un partenariat avec CNP. J'imagine qu'Achille, sur le chien-chat, c'est pas sûr qu'ils aient un agrément. Enfin, j'en sais rien, mais je pense non plus. Pas. Donc c'est souvent complété. Souvent ça demande plus d'investissement puisque vous allez quand même devoir alors des investissements déjà en termes de solvabilité. Hein. Ah oui, donc ça c'est important. Des investissements aussi en termes de recrutement pour avoir des spécialistes de la conformité, des actuaires. Donc voilà, c'est quand même un investissement significatif et la rentabilité de ce type de structure est pas toujours avérée aujourd'hui. En fait, c'est pas étonnant, c'est déjà compliqué pour les acteurs traditionnels de dégager de la marge. Le risque santé au niveau national, il est plutôt, il perd de l'argent, tout acteur confondu. Le risque prévoyance, avec la retraite à 60, c'est pas le jour de le signaler, mais avec la retraite à 64 ans, le vieillissement des salariés, la recrudescence de l'absentéisme, lui qui a été longtemps bénéficiaire l'est beaucoup moins. Donc ces acteurs-là, en fait, ils se mettent quand même dans une situation assez complexe où c'est pas forcément le plus facile. Et je pense qu'il y en a d'autres, avec peut-être moins d'ambition en termes de chiffre d'affaires, mais peut-être plus d'ambition en termes de rentabilité, qui ont plus déniché c'est le cas de le dire, des niches et des espaces, des parties de la chaîne, des parties de la création de valeur qui ne sont pas couvertes et sur lesquelles ils vont pouvoir apporter leur expertise, leur technologie et qui vont permettre de booster des acteurs plus traditionnels. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi que la possibilité... Enfin, on a vu beaucoup d'assurtech, on imagine ça parfois comme un courtier dématérialisé. Non, beaucoup font dans le service. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des facilitatrices ? Alors, ce sont des facilitatrices, oui, en fait, elles ont aidé un certain nombre d'acteurs traditionnels à faire leur mue, leur évolution, à se digitaliser. Alors parfois le maître fait mieux que celui qui a montré, parce que les acteurs traditionnels ont quand même beaucoup de moyens. Mais c'est vrai qu'elles ont vraiment contribué à ça et elles sont maintenant dans un écosystème en fait. Il y en a beaucoup qui sont très liés à un certain nombre d'acteurs et je dirais que c'est comme ça qu'elles trouvent aussi leur équilibre. En se rapprochant d'un plus gros et en proposant... Alors ça peut être un modèle, soit des partenariats, des intégrations aussi dans des plus grands groupes, ou alors en se rapprochant entre elles aussi. Voilà. Donc il y a vraiment plusieurs types d'évolutions. Bon, alors parlons un peu argent maintenant, ça va faire plaisir à tout le monde. Les assurtech, ce sont aussi des valorisations parfois astronomiques. Comment évoluent-elles en 2023 alors je parlais de la morosité 2022-2021. Alors en 2023, je n'ai pas vraiment de chiffres sur le segment FinTech AssurTech. Il faut voir que les chiffres sur le premier trimestre 2023, globalement sur les startups, sont quand même très en retrait par rapport aux années précédentes. Donc, par exemple, sur le premier trimestre, au niveau monde, il y a eu 90 milliards d'investis sur les startups, tous secteurs confondus, 11,4 milliards en Europe et 1,8 milliard en France. Alors qu'en 2021, les seuls FinTech avaient récolté en France 2,8 milliards d'investissements. Là, je suis tous secteurs confondus. Donc, voilà, on est vraiment en retrait. C'est moins 66% par rapport à 2021, au premier trimestre 2021 en France. Bon, j'imagine que ça s'explique. Et alors, ça s'explique. D'abord, il y a eu l'inflation qui a joué, les taux d'intérêt. Donc, il y a d'autres façons. Il y a des exigences de rentabilité plus fortes qui sont posées par les investisseurs. C'est vrai aussi peut-être quelques déconvenues chez certaines assurtech qui sont pas au rendez-vous en termes de rentabilité. Donc les capitaux, ils sont assez mobiles. Ils vont se positionner, ils peuvent aller se positionner sur d'autres choses. Il y a aussi beaucoup d'acteurs traditionnels qui ont investi les années précédentes et qui, pareil, eux, sont confrontés un peu à ces sujets de marge, de rentabilité, avec des indexations qui sont quand même sous contrôle. Et donc, c'est vrai qu'ils ont peut-être moins de capitaux qu'ils n'en ont eu.
Et puis, il y a aussi des tendances lourdes avec tout ce qui est environnement, RSE, etc. Et c'est vrai que les investisseurs aujourd'hui vont être aussi assez sensibles à ça et vont réorienter ou privilégier aujourd'hui des acteurs qui sont aussi dans cette mouvance de la société à impact, hein, de tout ce qui peut avoir un impact sociétal, social, environnemental. Et c'est vrai que les AssureTech, aujourd'hui, elles sont... alors, je voyais tout à l'heure, là, vous en parliez, mais les AssureTech, elles sont quand même un peu en retrait. En tout cas, ce n'est pas leur cœur de sujet. Et donc là aussi, il va peut-être falloir qu'elles évoluent. Hein, parce qu'en fait, entre 2021 et 2022, pareil au niveau monde, les investissements impact, ça a augmenté de 3 milliards. Donc ça veut dire, alors que tout a baissé, eux, ils ont augmenté. Donc il faut qu'elle se situe dans cette mouvance, sinon ça sera plus complexe pour elle. Oui, alors ce genre d'exigence dépend aussi de l'investisseur. Qui sont les investisseurs dans les AssureTech? Eh ben, les investisseurs, à la fois des fonds private equity, les banques, les assureurs, beaucoup. Hein, les assureurs traditionnels ont quand même beaucoup investi dans les AssureTech. Le sujet que tout le monde attend, pour quelle rentabilité? Alors c'est un des sujets. Aujourd'hui, quand on suit les AssureTech, il y avait surtout l'indicateur du nombre de licornes. Alors le gouvernement français s'en est emparé. Donc on est pareil, les licornes, c'est comme les AssureTech. On ne sait pas exactement les dénombrer, mais on est entre 26 et 32 en France, avec 2 ou 3 dans le monde AssureTech, parce qu'il y en a une, on peut la mettre ou non dans l'AssureTech. Il n'y en a pas une nouvelle en 2022. Là, en 2023, il ne va pas y en avoir. Mais en fait, les licornes, c'est un peu limité pour suivre la santé d'un secteur de façon un peu approfondie. Et donc, probablement, il y a des indicateurs à inventer. Aujourd'hui, il y a... En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'indicateurs un peu agglomérés sur la rentabilité des AssureTech. Mais ça serait intéressant à suivre. Ainsi que les sorties d'AssureTech, hein, puisqu'il y a quand même des échecs. À peu près, en FinTech, en 2022, il y a eu à peu près 16 entreprises FinTech qui sont sorties du jeu, à peu près 50 depuis 2016. Là, Covea, par exemple, a annoncé que Apnin aussi avait fait faillite, parce qu'il y avait pratiquement 3 millions de déficit. Donc c'est un monde qui bouge et ces indicateurs-là aujourd'hui ne sont pas très visibles. Je pense que ça contribuerait ça va aller de pair avec la maturité du secteur que de les rendre plus visibles et plus partageables. Alors, parenthèse sur Apnin, c'est Thierry sur News Assurance Pro qui l'avait sorti dans la semaine. En effet, Covea n'a pu que confirmer. Ce qui amène la question aussi sur l'ambition des fondateurs. C'est-à-dire quand on fait les fondateurs d'AssureTech, ils sont là pourquoi et pour combien de temps, de ce que vous avez pu regarder? Il y en a qui se projettent longtemps. Alors les fondateurs d'AssureTech, souvent, ils viennent quand même du monde de l'assurance. Pas uniquement, mais souvent... au niveau même au niveau français, hein, mais aussi au niveau international. Je parlais de Zhong Han tout à l'heure, qui a été fondé en 2013 en Chine. Son fondateur vient du monde de l'assurance. Et donc, c'est souvent un gage de réussite. Alors, sans reparler de plus simple, où effectivement, les fondateurs sont des assureurs expérimentés. C'est vrai que ça permet souvent de se projeter à plus long terme. Donc, c'est des personnes qui ont tout un réseau, un carnet d'adresses, qui connaissent les acteurs, les enjeux, les problématiques. On parlait de FAST tout à l'heure. FAST, ils se sont vraiment développés sur un sujet que quelqu'un qui ne serait pas en assurance n'aurait jamais pu trouver, sur les accords de branche, avec les codes, trouver la bonne assurance pour la bonne entreprise. Donc c'est vraiment cette connaissance intérieure est importante. Et puis après, il y a bien sûr aussi l'esprit entrepreneurial qui va jouer. Hein. Il n'y a pas qu'une connaissance du secteur, mais c'est l'alliance des deux en fait qui va permettre à ces fondateurs souvent de se projeter. Hein, toutes ces AssureTech, sauf problème de rentabilité, elles sont plutôt dans des logiques de durée. Quoi. Quand vous parliez des sorties tout à l'heure, c'est bien de la disparition plutôt qu'une revente accélérée. Oui, voilà, c'est vraiment la disparition de l'AssureTech. Malheureusement. Donc on a plutôt bien étudié avec vous l'écosystème, le temps file. Alors parlons maintenant un petit peu de l'entreprise. Non, je m'en occupe. Parlons maintenant de l'entreprise. Quelles sont les particularités RH des AssureTech qui sont concurrentes de tout l'écosystème quand il s'agit de recruter? Effectivement, je disais que tout à l'heure, tout change rien pour que rien ne change. Et alors, il y a un de vos concurrents qui avait fait une petite vidéo sur les parcours digitaux dans les mutuelles. Et donc, c'était vraiment une petite structure, hein, taille start-up, 60 salariés. Et elle avait recruté un directeur du digital.
Donc, vous voyez que en fait, ce que je veux dire, c'est que ces AssureTech, elles sont aussi en concurrence avec les assureurs traditionnels qui ont repris, qui sont digitalisés et qui ont eu besoin de nouveaux métiers. Donc, elles ont un vrai défi sur le recrutement. Donc, ça, c'est vu globalement sur le marché. Et puis, à leur niveau, au niveau micro, les AssureTech, c'est à peu près en moyenne 6 personnes, les plus grandes 12. Donc, quand vous faites un recrutement, il y a un vrai enjeu. C'est encore plus complexe que dans une grosse structure. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte aussi bien pour la personne qui est recrutée que pour le recruteur. Après, alors, je dirais quand même, souvent l'assurance a un peu mauvaise presse dans les dîners en ville, en tout cas, c'est ce qui se dit. Ça ne fait pas rêver. Et la SurTech fait un peu plus rêver, en fait. Donc, c'est plutôt une chance pour le secteur. Donc, ça attirait probablement des nouveaux profils. Donc, ça, c'est bien. Après, dans les avantages, pour les personnes qui rentrent dans ce type de structure, il y a beaucoup moins d'hierarchie, c'est beaucoup moins formel. Il y a beaucoup plus d'opportunités. Vous êtes beaucoup plus mis en responsabilité que dans des très grosses structures. Après, il y a plus d'instabilité quand même. Ouais. Donc, voilà, ça peut aussi freiner certains recrutements, plus d'instabilité. Des rémunérations qui, globalement, sont inférieures. Après, au cas par cas, voilà, il peut y avoir des différences, mais les grands groupes ou les assureurs traditionnels peuvent souvent proposer des offres plus attractives. C'est un monde aussi plus masculin. Tout le monde de l'AssureTech est beaucoup plus masculin que les acteurs traditionnels de l'assurance, qui sont très féminins déjà en nombre, mais même dont la féminisation monte dans les directions générales de ces groupes. Donc là, c'est aussi une différence significative. Donc c'est vraiment deux environnements différents. D'accord, vous n'avez pas trop fait avantage inconvénient, vous avez été sympa. Merci beaucoup Eric donc, pour tous ces éléments. En guise de conclusion, comment vous pourriez résumer les avantages et inconvénients des AssureTech en France ? Les avantages, c'est qu'avec leur partenariat finalement avec les acteurs traditionnels, mutuelles, assurances, courtiers, elles ont finalement un peu pignon sur rue. Elles ne sentent pas le soufre en fait. Elles s'institutionnalisent assez vite. Voilà, donc ça c'est important. Inconvénient, c'est que finalement, je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais on n'est pas vraiment en rupture. Ouais. Finalement, c'est pas. Il y a toujours le cas d'école de Kodak avec les photos digitales où ça a été vraiment une rupture. Là, finalement, on est dans un monde plus de la continuité. Ça a été plutôt un accélérateur, un catalyseur d'innovation, mais pas forcément. Ça n'a pas renversé tout le marché. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eric. Je pense qu'on peut l'applaudir. Surtout que le timing est parfaitement respecté. Voilà. Merci beaucoup Eric. Merci Benoît. Moi je suis là pour ça, vous savez. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Eric pour poursuivre cette conversation avec lui, avec les équipes de CGDIM, je le dis aussi, que vous retrouverez sur l'application. Plus simple a été bien mis en valeur. Vous avez été super avec eux. Moi je vous remercie toutes et tous puisque c'est la fin de ce talk donc, de cette scène.